Bonsoir, je m'appelle Ignacio Molina et je suis conseiller en technologie chez Volta. Donc, nous allons essayer de répondre à la question « Pourquoi s'intéresser au DC ? Que faut-il savoir ?» Eh bien, tout le monde sait que le panneau solaire que l'on met sur le toit de sa résidence est alimenté en courant continu. Les batteries, lorsqu'on en utilise, se chargent, se déchargent en courant continu. Beaucoup d'appareils au sein d'un bâtiment, notamment l'éclairage LED, aujourd'hui, la LED se pilote avec du courant continu. Tout ce qui est petits appareils tels qu'ordinateurs, télévision, etc., sont également alimentés en courant continu. Même les moteurs sans balai, les brushless, fonctionnent très bien en courant continu. Et donc, que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien, nous avons toute une série de conversions qui se font. On a pris l'habitude de chaque fois convertir l'AC en DC et le DC en AC. Donc, la question qui se pose, pourquoi ne pas rester en DC, en courant continu ? Ça nous éviterait pas mal de pertes. On parle de 5 à 20% de pertes selon les cas. Donc, pourquoi pas alimenter tous ces appareils et également rester avec des charges, des sources en courant continu au sein d'un même réseau. Bien sûr, il y a des défis techniques et normatifs. Évidemment, le courant continu ne se comporte pas tout à fait comme le courant alternatif. Notamment, un exemple, la coupure. Il n'y a pas que ça, mais bon, déjà, la coupure en DC ne se fait pas comme en AC. On sait qu'en AC, le courant passe 100 fois par seconde par zéro. Donc, lorsqu'il y a une ouverture de contact, il n'y a pas trop de problèmes d'arc. Ce qui peut et ce qui arrive effectivement avec le courant continu, puisque le courant continu ne circule que dans un sens. Donc là, effectivement, il faut prendre des précautions. Également, au niveau de la compatibilité des équipements, tous les appareils ne sont pas prévus pour fonctionner en DC. Mais ce n'est pas un problème technique, c'est plutôt un problème d'appareils existants sur le marché. Donc, c'est un problème qui pourrait être résolu. Mais pour cela, il faut des normes. Il faut de la standardisation prévue pour le DC. Au niveau des tensions également, bien sûr, tout le monde est d'accord sur le 5 volts, le 12, le 24, voire le 48 volts. Là, tout le monde est d'accord sur ces tensions. Mais dès qu'on arrive à des tensions supérieures, telles que 175 volts, est-ce qu'on parle de 350 volts ou de 400 volts ? 700 ou 800 ? 1400 ou 1500 volts ? Au-delà, bien sûr, de 1500 volts, on sort de la basse tension, ça devient un petit peu plus compliqué à gérer. On est dans la haute tension. Donc, effectivement, il y a des sociétés, dont la fondation CurrentOS, qui propose un standard, non seulement un standard au niveau de la tension, mais également au niveau de la gestion d'un réseau. Quelles sont les tendances futures ? Eh bien, on voit effectivement que les micro-réseaux DC commencent effectivement à bien se développer et l'autoconsommation solaire avec le stockage également. Et elle pousse justement à repenser l'alimentation électrique. Le secteur tertiaire est en avance sur le secteur résidentiel. Bureaux, entreprises, data centers commencent effectivement, ce sont des initiatives souvent privées, à faire des réseaux indépendants en courant continu. On parlait justement des bandes de recharge pour véhicules électriques. Eh bien, ici, les voitures électriques, on a bien vu que ça se charge finalement en DC, puisque la batterie se charge en DC, et donc elles peuvent créer un pont entre la mobilité et l'énergie domestique. Donc, on a parlé effectivement du véhicule to home, de véhicule to grid. Et donc, au niveau de l'électronique de puissance, ça évolue également, puisque nous retrouvons de plus en plus d'onduleurs bidirectionnels, des micro-onduleurs, des convertisseurs DC-DC, de plus en plus
performants sur le marché. Il y a même des très bons fabricants belges de convertisseurs. Et donc, prenons un exemple. Je vais prendre ici un exemple domestique. On a une maison avec effectivement sur son toit des panneaux solaires. Là, on est effectivement en courant continu. De plus en plus, les maisons s'équipent de batteries. Tout simplement parce que lorsqu'on a de l'énergie électrique de disponible et en excédent, eh bien, au lieu de la réinjecter sur le réseau, qu'est-ce qu'on va faire? On va la conserver dans ces batteries et la réutiliser lorsqu'on en aura besoin ou lorsqu'elle est effectivement le plus efficace. Alors, pourquoi pas penser à un circuit, un petit réseau local, même au sein d'une maison, avec effectivement l'éclairage LED qui serait directement piloté en courant continu, tout ce qui est domotique, TV, PC, comme je l'avais dit, petit appareil pourrait également directement être alimenté en courant continu avec ce réseau. Et ça évite évidemment toutes ces pertes d'énergie en conversion. Bien sûr, on pourrait tout à fait avoir un réseau à part pour tout ce qui est gros électroménager et appareils nécessitant une norme AC. Mais donc, ainsi, on pourrait déjà éviter pas mal de conversions inutiles AC, DC, DC, AC. Donc, récapitulons, l'éclairage, on pourrait déjà le piloter directement en courant continu avec le réseau. L'électronique, idem. PC portable, TV, routeur modem, chargeur smartphone, etc. Tout ça peut s'alimenter directement à partir d'un micro-réseau en courant continu. La ventilation et la climatisation, techniquement, n'est pas un problème. Comme je l'avais dit, les ventilateurs, effectivement, des brushless, ça fonctionne en DC et c'est très bon. Également, effectivement, les pompes à chaleur. Bon là, effectivement, ça c'est une question de fabricants, mais il y a déjà des fabricants qui s'intéressent et même quelques fabricants qui proposent déjà des pompes à chaleur directement alimentables en courant continu. Idem pour le système d'eau, par exemple, les pompes à eau en courant continu. Et donc voilà, ainsi je peux donner plusieurs exemples, notamment le développement de l'USB-C. Pour info, l'USB-C maintenant peut déjà proposer des puissances donc alimentées en 240 watts, 48 volts, 5 ampères. Donc on peut déjà alimenter pas mal de choses avec des puissances allant jusqu'à 240 watts. Donc en conclusion, les maisons DC 100% sont encore rares, surtout à cause de problèmes de normes. Les normes actuelles sont plutôt pensées pour l'AC. Des coûts des équipements DC, tout simplement, c'est une question de volume. Les fabricants ne fabriquent pas encore à des volumes suffisants pour pouvoir baisser les prix des équipements en courant continu et surtout le manque de standardisation. Donc, mais elles font partie des expérimentations vers une meilleure intégration des énergies renouvelables et une réduction des pertes d'énergie. Donc, le DC dans l'habitat est techniquement viable, c'est plus économe en énergie et très logique dans une maison solaire avec batterie. Je vous ai démontré pourquoi. Donc, mais pour se généraliser, il faudra encore des standards internationaux clairs, ce n'est pas encore tout à fait le cas, une offre grand public d'équipements DC et des normes électriques mises à jour. Donc, si je prends un petit tableau rapide, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, un petit récapitulatif. Éclairage, réfrigération, ventilation, routeur, modem, multimédia, PC portable, petits appareils électroniques, pompe à eau, tout ça peut déjà s'alimenter avec un petit réseau directement alimenté en courant continu. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué pour l'électroménager lourd. Et là, pourquoi pas effectivement garder du 220 localement pour ces appareils.
Donc, comme je disais, c'est souvent un problème de normalisation, de standardisation. Et justement, nous avons le président de Current OS. Donc, il s'agit d'une fondation qui œuvre à cela, à proposer un standard et des normes pour le courant continu. Et je te laisse la parole, Yannick Néret, donc, qui est le président de Current OS et qui nous a fait le grand plaisir de venir en Belgique nous expliquer tout cela. Voilà, je te laisse la parole. Merci Ignacio, bonsoir à tous. Donc, je suis Yannick Néret. Je suis un employé de Schneider Electric, mais je travaille à plein temps pour animer cette fondation Current OS. Et donc, je vais vous en parler ce soir. Je vais d'abord vous présenter rapidement la fondation elle-même, ce que nous faisons, et puis ensuite on parlera des règles techniques qu'on essaye de mettre en place et de proposer, puis ensuite d'amener vers les instances de normalisation. Et puis je vais essayer aussi de vous expliquer pourquoi il y a ces règles techniques. Alors, on va commencer avec Current OS. Donc, Ignacio l'a dit, la transition énergétique se fait en courant continu. Les nouvelles sources, c'est du courant continu, que ce soit les panneaux solaires, les batteries, les piles à combustible. Les nouvelles charges, alors il y a le digital, il y a l'éclairage, il y a les voitures. L'électroménager, il y a des variateurs de vitesse à peu près partout. Donc là aussi, il y a utilisation de courant continu. Donc la question, c'est pourquoi interconnecte-t-on tout ça en AC ? Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à l'interconnecter en DC ? Mais si on avait intérêt à le connecter en DC, qu'est-ce qu'on y gagne ? Et donc c'est ça qu'on cherche à explorer, à démontrer, à prouver et à valider. Donc Current OS, c'est une fondation, c'est une association à but non lucratif. Elle est enregistrée à la Chambre de commerce d'Amsterdam, c'est une instance internationale. Et l'objectif aussi, c'est de créer un écosystème de fabricants, c'est-à-dire d'avoir des gens qui font des disjoncteurs, mais des gens qui font des pompes à chaleur, des chargeurs de véhicules électriques, des gens qui savent installer ces solutions pour apprendre de sites réels et le démontrer. Et donc, on a déjà observé un certain nombre de bénéfices que je vais détailler après et que je vais vous prouver, si je peux. Mais le premier intérêt, c'est les énergies locales. C'est beaucoup plus simple à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'intérieur d'une maison de combiner les différentes sources et de les injecter sur le même réseau courant continu. Vous savez qu'en alternatif, quand on a plusieurs sources, ça devient compliqué. Quand il y a un générateur diesel, en plus du réseau public, il faut des inverseurs de sources. C'est des mécanismes assez compliqués. En DC, 2 diodes. Donc on rentre dans un monde différent avec l'utilisation de l'électronique. Deuxième élément, c'est l'efficacité énergétique. Donc Ignacio l'a dit, sur les convertisseurs, ça a été démontré par plein de papiers académiques. Sur les convertisseurs, on gagne quelques pourcents, 5%, 10%, ça dépend. Donc au niveau de l'ensemble de l'installation, on va gagner ça. Maintenant, ces deux avantages, on les connaît depuis longtemps, et pour autant, le courant continu ne s'est pas imposé. Donc c'est sans doute insuffisant. Et vous allez voir, on en a découvert d'autres qui, eux, vont devenir très intéressants, notamment l'efficacité en puissance. Donc l'efficacité en puissance, c'est quoi ? C'est la capacité pour une installation à avoir moins d'appels de puissance ou moins d'injections sur le réseau. Et là, je parle bien de kilowatts. Donc les kilowattheures, à la limite, ça ne change pas. Enfin, ça change un peu parce qu'on est plus efficace. Mais globalement, le gain, il est surtout sur l'efficacité en puissance. Et là, des valeurs importantes. On divise par 3 à 5 la valeur de ces réductions d'appels de puissance et d'injection. Et puis le dernier élément, c'est le transfert sans coupure. Aujourd'hui, on a des réseaux publics qui sont assez fiables. Si ces réseaux deviennent moins fiables, il va falloir savoir gérer des basculements du réseau vers une maison qui serait îlotée, puis revenir vers le réseau quand le réseau revient. Et là, aujourd'hui, avec l'AC, on passe forcément par 2 phases de blackout, où il n'y a plus d'énergie pendant quelques secondes, quelques minutes, enfin le temps que ça opère, et puis le retour. En DC, on ne voit rien, c'est totalement transparent. Donc voilà quelques avantages dont on va reparler pendant la présentation. Alors, la fondation, donc je vous l'ai dit, à but non lucratif, elle regroupe un certain nombre d'acteurs.
Au niveau de la distribution électrique, c'est des grands noms, vous les connaissez. Donc moi, je représente Schneider Electric, mais ABB, Eaton, Siemens font partie du consortium ou du partnership. On a aussi Ager. Il y en a d'autres qui sont soit déjà là, soit en train d'arriver. On a des gens qui font des bornes de recharge de véhicules électriques. Donc on a déjà des gens qui savent faire des bornes de recharge électrique DC-DC. On a des fabricants de pompes à chaleur. Il y en a 2 qui sont là, Ariba et puis j'ai un trou, Hisense, qui est un fabricant chinois. Maintenant, on est en discussion avec d'autres, donc ça va s'élargir. On a des fabricants de câbles, des fabricants de compteurs d'énergie. Donc on a on a un écosystème et une largeur d'offres qui est de plus en plus importante. Et puis on a un certain nombre de bureaux d'études et d'installateurs. Alors on en a des gros, des noms que vous connaissez, comme Jacobs, comme Equans, comme Vinci Énergie, puis des plus petits qui sont très réactifs, très motivés pour expérimenter ces solutions et ces nouveaux business, et en particulier plusieurs entreprises hollandaises qui ont déjà fait des projets, donc qui font partie de l'écosystème. Je ne peux pas nommer tout le monde. On a à ce jour 88 partenaires, 88 entreprises. On a des universités, des bureaux de certification, des laboratoires de tests. Et puis aussi, nous avons attaché une importance particulière à être connectés, à avoir des connexions avec des associations, on va dire, parentes, soit qui font un peu la même chose que nous, comme Emerge Alliance ou, vous m'aiderez là-dessus, Stichting Gaelic Spanning en Hollande, voilà, qui font donc des choses autour du courant continu, ou alors des associations comme le GIMELEC, ou bien entendu comme Volta, qui ont un relais local auprès des acteurs locaux et avec qui on peut mettre en place ensemble des actions. Voilà. Donc, voilà ce qu'est CurrentOS. Alors, on pourrait, entre savants, se mettre dans une salle et puis pondre des règles, mais ce n'est pas tout à fait notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est d'apprendre de cas réels et puis d'essuyer les plâtres, on va dire. Mais essuyer les plâtres, c'est une façon d'apprendre. Donc, un des premiers bâtiments, c'est le deuxième en partant de là-haut, en haut à gauche, c'est le Circle Building. Il a été mis en service en septembre 2017. Donc on commence à avoir un certain recul sur des bâtiments en courant continu. Ce bâtiment était très intéressant parce que si on l'avait fait en AC, enfin les premières conceptions qui avaient été faites en AC nécessitaient un poste de livraison de 250 kVA. La conception DC qu'on a installée, c'est 150 kW et on n'a jamais dépassé 80 en exploitation. Donc on a vraiment une réduction des appels de puissance grâce au DC. On l'a prouvé sur d'autres sites. En haut à gauche, la N470, c'est une portion d'autoroute en Hollande de 4,7 km, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, où avec 100 kW de panneaux solaires, on charge 1 MWh de batterie, et ce mégawattheure de batterie est déchargé toutes les nuits dans l'éclairage public et dans l'éclairage de signalisation et de trafic. L'objectif de la province qui a commandé ce projet était de rendre autant que possible cette installation indépendante du réseau public, indépendante non pas qu'elle est déconnectée, mais qu'elle peut continuer à fonctionner en cas de problème sur le réseau public. C'était ça l'objectif. Pardon. Alors, on a aussi beaucoup d'installations d'éclairage public. Donc là, pour le courant continu, pour l'éclairage public, le courant continu, c'est très intéressant. Ça permet de réduire de façon très notable les câblages. On divise presque par 3 les sections de câbles, donc sur des dizaines de kilomètres, c'est très important. On divise presque par 5 le nombre de postes de livraison MTBT. Donc, on peut faire des lignes beaucoup plus longues. Et donc, on a immédiatement un business case qui marche aujourd'hui sur l'éclairage public.
On a sur un parking d'une société d'assurance, donc vous allez voir aussi que les sociétés d'assurance sont un peu partie prenante, expérimenté du véhicule to building, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller pomper un petit peu d'énergie dans les véhicules pour soutenir le réseau du bâtiment, pour soutenir la consommation du bâtiment. On a aussi des installations dans du résidentiel, dans des petites maisons, enfin pas petites, dans des maisons qu'on a fait au Moyen-Orient. Et là, on a importé de Chine tout l'ensemble de l'électroménager, parce que là-bas, l'électroménager en 400 volts, ça existe déjà. 400 volts continu, ça existe déjà. Il n'est pas marqué CE, alors on ne peut pas le faire venir jusqu'en Europe. Bien entendu, il y a le site Miracle en Belgique, ici, qui nous permet aussi de construire du savoir-faire ici. Et puis, si je termine la première ligne, à Grenoble, on a un parking avec du photovoltaïque, des batteries secondaires et des bornes de recharge. Et la particularité intéressante de cette installation, c'est que la connexion au réseau public fait 50 kW. Elle est donc plus petite que l'installation elle-même. L'installation fait 120 ou 130 kW de mémoire. Et ça, c'est très difficile à faire en AC. Donc, on est capable d'avoir un réseau qui est plus puissant que la connexion au réseau public. On a aussi des installations dans des petits data centers en Scandinavie. Il y a un bâtiment à Lille qui a été fait par Vinci Énergie, où ils ont aussi démontré des choses. Et puis, il y a tout à droite un projet européen qui s'appelle Shift to DC, où on a à peu près 11 millions d'euros de financement européen. Et je terminerai par l'avant-dernier en bas. On a un partenaire en Angleterre qui a réussi à servir ou à lier le fonctionnement des pompes à chaleur au fonctionnement du photovoltaïque et à maximiser l'autoconsommation en passant par un peu de stockage thermique. Alors, ce n'est pas le seul projet où il y a du stockage thermique, mais au lieu de mettre des batteries qui sont chères et puis coûteuses pour la planète avec le lithium, les terres rares, etc., stocker de la chaleur, c'est finalement assez simple et ça permet d'avoir des appels de puissance qui sont très maîtrisés, très mesurés. Voilà. Donc, CurrentOS s'appuie sur des exemples réels. Et alors, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre avec le courant continu? Parce que est-ce qu'on fait ça juste pour dire allez, le DC, on ne connaît pas, c'est amusant, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on cherche à obtenir? Eh ben, je vous mets sous les yeux un constat quand même assez alarmant. Alors, tout à droite, vous avez la situation du réseau hollandais. Il y a 5 ans, quand on parlait à l'opérateur public hollandais, il disait il n'y a pas de problème, on a un réseau qui est super solide, on n'aura aucun souci, on sait accompagner le développement des data centers, des véhicules électriques, etc. Et le résultat, c'est qu'en 5 ans, on est en gros passé d'une situation normale au rouge. Et le rouge, ça veut dire quoi? J'ai plusieurs exemples en tête. On voulait construire, un investisseur voulait construire un parc logistique près de Schiphol. Il avait besoin de 4 mégawatts. On lui a dit « Désolé, monsieur, vous aurez 50 kilowatts. Débrouillez-vous. » On n'a pas très loin non plus de Schiphol une petite municipalité qui voulait construire un lotissement. On leur a dit « Messieurs, dames, désolé, vous attendez 10 ans pour pouvoir électrifier votre lotissement. » Donc, la congestion des réseaux, c'est quelque chose qui est déjà une réalité en Hollande. Et quand on regarde la carte qui est à gauche, c'est une agrégation qui a été faite par quelqu'un sur LinkedIn et que je trouve intéressante. Il a pris des données qui viennent de plusieurs opérateurs publics. Donc pour la France, c'est des données qui viennent de RTE, donc le responsable du réseau, et qui montrent là où il y a des points chauds pour connecter des batteries de soutien en fréquence au réseau. Donc ça montre qu'à ces endroits-là, le réseau a déjà réduit ses marges pour accepter des nouvelles injections. Donc on se retrouve, et puis donc, dans les autres pays, il y a des choses similaires. On se retrouve dans une situation en Europe où les réseaux publics, avec tous les véhicules électriques qu'on connecte, mais aussi tous les panneaux solaires qu'on connecte, est de plus en plus chargé. Parce que ce qui se passe, pour rendre les choses extrêmement claires, ça vous parle sans doute déjà, mais
On avait jusqu'à maintenant des maisons qui sont chauffées au gaz et un véhicule qui est à essence. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, oh là là, ça serait mieux d'entamer l'électrification, la transition énergétique et surtout le net zéro. Donc on met des panneaux solaires sur le toit, on met un véhicule électrique, on met une pompe à chaleur, sauf que, évidemment, il fait plus chaud la journée que le soir, donc on produit du solaire, de l'électricité solaire le jour, et puis on la consomme le soir. Et donc, au lieu d'avoir vraiment un net zéro, c'est-à-dire qu'on consomme ce qu'on produit, on se retrouve dans une situation où on injecte beaucoup la journée et on consomme plus le soir. Donc, on a des maisons qui, aujourd'hui, créent des problèmes à l'opérateur public. Et on crée des problèmes qui vont jusqu'à ne plus savoir comment gérer le réseau de distribution parce que les extensions, les investissements nécessaires se planifient sur de nombreuses années. Ça va prendre énormément de temps alors que la consommation électrique, elle s'envole. Donc, ce que l'on va chercher à faire avec CurrentOS et avec le courant continu, c'est de réduire les puissances appelées et injectées sur le réseau. Et bon, on va le démontrer en détail, mais sur quoi ça s'appuie? Notamment sur le fait qu'entre la maison ou le bâtiment de demain et le réseau, il y a un convertisseur. Et ce convertisseur, on peut lui donner des limites. Aujourd'hui, sur une installation AC, tout ce qu'on peut faire, c'est faire déclencher le disjoncteur. Alors, c'est quand même un peu brutal. Et puis, en plus, c'est pas parfait parce qu'un disjoncteur, il accepte toujours des surcourants, 5-10 IN pendant quelques dizaines de millisecondes ou centaines. Là, on a vraiment une capacité à freiner les appels et les injections. Voilà. Donc, on va maintenant essayer de démontrer un peu tout ça et de vous montrer quelles règles électriques on met là derrière. Mais juste avant, que veut dire CurrentOS? CurrentOS, c'est un Current Operated System, donc ce n'est pas du logiciel, ce sont des règles électriques cohérentes pour atteindre les objectifs dont je viens de parler. Alors, ces règles électriques, elles sont directement liées aux objectifs. Et les objectifs, les ambitions, dans la partie bleue, c'est premièrement, rassurer et rendre le DC sûr. Beaucoup d'électriciens sont un petit peu inquiets avec le courant continu, pour les raisons qu'a signalé Ignacio tout à l'heure, les arcs qui sont difficiles à éteindre, etc. Les gens n'aiment pas bien. Donc là, on va proposer des choses qui mettent tout le monde d'accord. On va rendre le DC plus sûr que l'AC. Et comment on va faire? En fait, avec des protections rapides qui coupent très vite et qui font qu'il y a l'arc n'existe presque plus. Ensuite, on va simplifier la vie des metteurs en œuvre parce que aujourd'hui, faire une microgrid en AC, c'est faire une installation électrique plus une installation d'automatisme qui doivent fonctionner en même temps ensemble. Et en plus, quand on fait des extensions, il faut venir les modifier toutes les deux en même temps et les mettre en service toutes les deux en même temps. Là, vous allez voir, on a un système de contrôle de stabilité qui est réparti, c'est-à-dire que ce sont les appareils électriques qui font à la fois la partie distribution, sûreté et stabilité. Donc, on va simplifier ça, simplifier la conception. Vous allez voir aussi qu'on sait simplifier de façon très importante tout ce qui est calcul de sélectivité et calcul des courants de court-circuit. Et enfin, donc dernier point, ça j'en ai parlé avant, on va essayer d'amener les réseaux publics les réseaux privés, les installations dans les bâtiments, les rendre beaucoup plus résilientes et beaucoup plus flexibles. Voilà. Et donc pour faire ça, on a des spécifications sur les tensions, la façon dont on contrôle la stabilité, les protections, la mise à la terre, qu'est-ce qu'on isole, qu'est-ce qu'on n'isole pas, etc. Donc je vais aborder chacun de ces points en 4 nouvelles parties. On va d'abord parler des tensions, ensuite on parlera des flux d'énergie, de la protection et de la mise à la terre. Alors, les tensions d'abord. Bon, déjà, premier
premier constat, il y a toujours un optimum. Donc le tableau est très complexe, mais on a analysé en gros des charges dans un peu toutes les applications. Et puis quelle était la tension optimum? Parce que de toute façon, une tension, c'est aussi du courant à amener, c'est une certaine distance à couvrir. Donc à la fin, on ne va pas alimenter ce PC avec un câble 1000 volts parce qu'il y aurait beaucoup de plastique pour très peu de cuivre. Et puis la pompe à chaleur qui est sur le toit, on ne va pas la mettre en 12 volts parce que alors là, ça serait le contraire. Il y aurait des barres un peu énormes. Donc, on va chercher le bon compromis. Et il y a déjà un élément intéressant, c'est que pour des produits qui sont alimentés en 230 alternatifs et qui sont électroniques, l'intérieur de ces produits, c'est en gros une électronique 400 volts de base. Les électroniques c'est pas une télé, c'est un projecteur, mais je pense que c'est la même chose là-dedans, sont conçues, les électroniques grand public, sont conçues pour fonctionner à 400 volts continu. Donc, en gros, et on l'a déjà démontré sur des grandes télés, alors pas un projecteur, mais des télés, on les branche en 350 continu, des trucs qui sont vendus dans les supermarchés, ça marche très bien. L'électronique grand public, c'est 400 volts dedans. Donc ça nous donne déjà un point de départ, mais il y a d'autres considérations pour choisir les tensions. Alors, vous savez qu'en alternatif, c'est le dessin en haut à gauche, on passe d'une tension à l'autre en multipliant par racine de 3. Donc le 220 pour le phase neutre, ça donne 400 pour le phase-phase. Et puis des fois, dans l'industrie, on passe aussi aux 690 volts. À chaque fois, on fait fois racine de 3. En courant continu, entre une installation unipolaire et bipolaire, on va faire x2. Et donc, si on veut avoir des charges qui peuvent être installées sur des réseaux et qui peuvent être, installées dans plusieurs conditions, dans plusieurs cas, etc., il va falloir veiller à ce que, entre chaque tension qu'on aura choisie, chaque bande de tension, on va à un rapport de 2. Alors, on doit avoir un rapport de 2, mais il y a aussi deux autres limites. Il y en a une qui a rappelé Ignacio tout à l'heure, c'est la limite des 1500 volts. Au-dessus, c'est la moyenne tension, donc on n'y va pas. Et il y en a une autre qui est plus pour la sécurité des personnes. On a pour usage de rester en dessous de 400 volts quand il s'agit d'espaces où interviennent des gens comme nous ce soir, qui n'ont pas d'habilitation particulière. Donc, dans ces endroits-là, quand on veut protéger les personnes, on reste en dessous de 400 volts. 400 volts, c'est la crête du 230 alternatif, où ça va être le maximum pour notre tension d'essai. Et donc, on va essayer d'avoir 3 bandes de tension. Une en dessous de 400 volts pour des espaces ouverts au public, une au double qui va se substituer en gros aux 400 volts triphasés, et puis une encore au-dessus, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il faut des fois qu'on charge des camions avec une puissance d'1 mégawatt, et là, si on a du 1400 volts ou quelque chose comme ça, ça va être très pratique. Voilà. Donc voilà un peu un principe de sélection, et je vais encore rajouter une couche de complexité pour choisir les tensions, c'est qu'on rentre dans le monde de l'électronique. Et quand on rentre dans le monde de l'électronique, il y a des choses à définir qu'on n'a pas l'habitude de définir avec le courant alternatif. Donc aujourd'hui, et ça c'est un rapport technique de l'IEC, on a besoin de définir 6 tensions, U1, U2, U3, U4, U5, U6. Et je vais essayer de vous expliquer ce que sont ces tensions. Alors, U2, U3, c'est la bande nominale. Donc, entre U2 et U3, tous les produits fonctionnent correctement. Et fonctionnent, on va dire, normalement. U4, ça va être une tension importante pour les concepteurs, mais aussi pour le fonctionnement du réseau. Ça va être la tension permanente maximale qu'on s'autorise. Alors, quand on est sur notre système, on va essayer toujours de revenir à U3, mais U4, ça va être la tension que le concepteur, l'ingénieur, va prendre en compte pour se dire « je peux alimenter en permanence mon produit à cette tension ». Et alors, nouveauté du monde du courant continu, U5 et U6, ça va être la bande de tension dans laquelle interviennent les produits de clamping. Vous savez que l'électronique est très sensible aux surtensions,
Donc, on met à l'intérieur tout un tas de produits comme des MOV ou des diodes TVS qui vont absorber ces surtensions et les clamper, comme disent les ingénieurs en électronique. Donc, si on veut bien protéger ces produits électroniques, il nous faut ces appareils-là. Mais si on veut avoir un vrai système qui fonctionne et qui soit fiable, il faut les coordonner. Parce que si la pompe à chaleur qui est sur le toit, elle a un clamping autour de 2000 volts et que le projecteur qui est ici a un clamping autour de 800 volts, et ben, dès qu'il va y avoir une surtension sur l'un, le gros appareil là-haut, il va rien voir, tout va bien, et puis toute l'énergie va se concentrer sur le petit. Et donc, il risque de fumer. Donc, l'objectif, c'est de coordonner ça pour que l'ensemble des équipements connectés sur le réseau absorbent ces surtensions. Et ces surtensions, elles peuvent venir d'un tas d'endroits, et en particulier des appareils de coupure. Donc, le disjoncteur de demain en courant continu, il a aussi pour mission de protéger les charges. Aujourd'hui, il n'a pour mission que de protéger les câbles. Demain, il aura un peu d'autres missions. Donc ça, c'est U5 et U6. Et je suis passé rapidement sur U1. U1, c'est la tension du blackout. C'est-à-dire, c'est la tension à laquelle il faut élever le bus en courant continu pour pouvoir commencer à injecter de l'énergie. Donc, ce petit passage un peu hyper technique pour vous dire 350 ou 700 volts, ce n'est pas des valeurs qu'on jette en l'air. Il faut vraiment définir tout un tas de valeurs et de tensions avec des critères et des définitions associées. Donc là, le Technical Report 63-282 nous aide et on a défini avec CurrentOS ce que sont les systèmes 350, 700, 1400, c'est-à-dire des systèmes qui notamment ont pour tension max permanente 400, 800 ou 1600. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que le consortium allemand OpenDC Alliance, qui vient d'un projet allemand qui s'appelait DC Industrie et qui s'occupe plutôt du courant continu dans l'industrie, a les mêmes tensions, et qu'il y a un consortium chinois qui fait de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, qui a lui aussi choisi les mêmes valeurs max, donc ils ont le même U4 que nous, et puis les Américains d'Emerge Alliance, ils ont choisi à quelques unités près les mêmes valeurs aussi que nous en U2, U3 et U4. Donc il y a vraiment une convergence de l'ensemble des acteurs dans le monde pour aller vers ces tensions. On va passer maintenant à la gestion des flux et on va avoir quelque chose d'un petit peu plus ludique, une petite animation. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi, dans la bande nominale, on arrive à mieux maîtriser les flux de puissance et à rendre des bâtiments, on va dire, moins violents avec le réseau public et plus frugaux, on va dire, au niveau énergie. Donc, comment ça marche en fait ? Eh bien, dans un réseau DC, la tension, ce n'est pas juste une tolérance, ce n'est pas juste un truc qui peut bouger, c'est une indication, c'est un signal qui est facile à lire par tous les appareils qui sont branchés et qui permet de savoir si on a beaucoup de puissance ou si au contraire on en manque. Donc quand la tension augmente, on va envoyer par cette tension l'information que le solaire pourrait réduire un petit peu, que ce n'est pas la peine de décharger la batterie, que c'est au contraire le moment de la charger, que ce n'est pas la peine d'aller chercher de l'énergie sur le réseau public, au contraire, on pourrait en exporter. Et puis côté charge, c'est pareil. Le frigo pourrait produire du froid, voire le congélateur descendre à moins 25. Le chauffe-eau, c'est le moment de faire de l'eau chaude. La batterie, le chargeur de véhicule électrique, c'est le moment de charger à fond. Et puis quand au contraire la tension baisse, on envoie à tous le signal que on a besoin du solaire, mais on a besoin de décharger la batterie, on a probablement besoin du réseau public. Et puis les charges, et c'est là que le DC amène aussi quelque chose de vraiment unique, les charges peuvent progressivement ralentir. Donc on va produire de l'eau chaude moins vite,
Donc c'est pas on s'arrête, c'est pas le contacteur jour-nuit qui fait on-off et 2 kW on, 2 kW off. Hein. C'est vraiment, on peut réduire, on peut ralentir. Ça marche en DC, comme on a des convertisseurs partout, c'est assez facile de l'appliquer à toutes les charges. Donc le chargeur de véhicule électrique, il va avoir un temps de chargement qui va fluctuer. C'est-à-dire que quand un nuage passe, on charge moins vite, puis quand le soleil revient, on se remet à charger plus vite. Mais on peut faire la même chose avec le lave-vaisselle. On peut faire que l'eau chaude se produise plus vite dans le lave-vaisselle quand il y a du soleil, et puis quand le soleil s'arrête, le lave-vaisselle ralentit. Donc le cycle éco, il a une durée qui fluctue. Alors il y a toujours le cycle rapide, je vous rassure, mais le cycle éco, il n'est plus là pour optimiser les kilowattheures sur un cycle, il est là pour optimiser l'autoconsommation. Alors, je vais essayer de vous montrer ça avec une petite animation. Donc, on va prendre un exemple assez basique. Donc, vous avez, en partant de la gauche, un convertisseur AC/DC, une batterie, donc un stockage batterie. Sur le parking, toujours sur la ligne du haut, du photovoltaïque. Et puis, des véhicules électriques. Et puis 2 exemples de charge du bâtiment, une machine à laver, un éclairage. Sur le diagramme de droite, vous avez les consignes qui sont appliquées à l'intérieur de chacun de ces appareils. Donc ce n'est pas un cerveau central qui dit « toi tu marches, toi tu t'arrêtes ». C'est chaque appareil qui mesure la tension et qui décide. Et il décide en fonction des courbes qui sont sur le schéma de droite. L'axe vertical, c'est la tension. Quand il y a beaucoup de tension, on est en haut. Peu de tension, on est en bas. L'axe horizontal, c'est est-ce qu'on consomme ou est-ce qu'on contribue. Donc, vers la droite, l'appareil consomme. Vers la gauche, il contribue. Alors, on va les prendre un par un. Le photovoltaïque, c'est la courbe la plus à gauche, avec le petit rond orange. Donc là, qu'est-ce qu'on demande au photovoltaïque? D'injecter de l'énergie autant qu'il peut. Mais quand on arrive tout en haut, on lui dit « bon, là, maintenant, il faut quand même se calmer ». Je me mets tout à droite du diagramme. Vous avez cette courbe qui descend et puis avec une pente pour la borne de recharge électrique. Donc là, qu'est-ce qu'on demande au chargeur de véhicule électrique? C'est de charger à puissance nominale, mais il arrive un moment où on va lui dire là, on commence à manquer un peu de puissance, ce serait bien de ralentir un petit peu. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, quand je veux aller dans le couloir ou à la cave, j'ai besoin de lumière. Donc effectivement, il y a des charges comme l'éclairage. Donc c'est la deuxième courbe en partant de la droite. On va dire, non, quelle que soit la tension, on veut de la lumière. Donc celle-là, elle est prioritaire. Il n'y a pas d'impact de la disponibilité de la puissance sur ce sujet. La machine à laver, c'est la petite marche d'escalier sur la droite. Elle, on va faire quelque chose d'un peu plus simple. Dans ce cas-là, ça va être de dire, tant qu'il y a de la puissance, elle marche, mais à un moment, on l'arrête. Et puis, si la tension revient, elle redémarre. Mais on fait quelque chose d'un peu plus on-off. Et puis, les courbes en zigzag, il y en a 2. Une sombre et une claire. Donc, celle qui est sombre, c'est celle qui parle du convertisseur AC/DC. L'autre, c'est celle de la batterie. Alors, on les a mis comme ça, comme elles sont toutes programmables par logiciel, elles peuvent être redéfinies. Et donc, que fait le convertisseur AC/DC ou la batterie? La tension est haute, comme je vous ai dit, on charge la batterie ou on exporte sur le réseau public. La tension est basse, on consomme sur le réseau public ou on décharge la batterie. Alors, comment ça marche? Voilà un petit exemple. J'ai du soleil, j'ai le photovoltaïque qui pousse du courant. Donc la tension s'établit. Donc la tension est une conséquence des courants. Et comme la tension est élevée, tout le monde comprend que c'est le moment de consommer. Et donc là, dans cet exemple, vous voyez, on a du soleil, on peut charger le véhicule électrique, on peut faire fonctionner l'électroménager, on peut s'éclairer, on peut charger sa batterie et on a même un petit reliquat pour exporter sur le réseau. Donc, cette situation, elle est parfaite jusqu'au moment où la batterie est pleine. Elle ne peut plus prendre. La consigne, ça serait bien de consommer, mais elle ne peut plus. Donc, la tension va monter. Et là, comme la tension a monté, le convertisseur AC/DC se rend compte que c'est le moment, lui aussi, de se mettre à consommer parce que la batterie, elle n'y arrive plus. Donc, c'est complètement automatique
mais pas automatique avec un cerveau central qui dit « toi tu fais ça, toi tu fais ça ». C'est chacun qui observe la tension et qui voit ce qu'il a à faire. Donc, cette situation, bien entendu, évolue. Un nuage passe, j'ai moins d'énergie qui est injectée par le photovoltaïque, la tension baisse. La tension baisse, chacun l'observe et se dit « bon, bah là, il y en a encore assez pour charger le véhicule électrique, pour l'électroménager, pour l'éclairage ». Par contre, la batterie a vu que ça a baissé et que c'est le moment d'en amener un peu parce que, bien entendu, le panneau photovoltaïque n'en amène plus assez. Alors, c'est un exemple qui n'est pas tout à fait un exemple réel, parce que je pense que dans la réalité, on aurait commencé à appeler le réseau public bien avant, alors que là, vous allez voir, on va jusqu'à décharger la batterie complètement avant de faire appel au réseau public. Mais bon, encore une fois, ces courbes sont programmables, donc ce n'est pas un problème, c'est juste un exemple. Donc, je continue. Un deuxième nuage arrive, j'ai encore moins de production solaire. Donc là, la tension baisse encore. Et comme elle baisse encore, on envoie le signal à la batterie qu'il faut vraiment atteindre la puissance nominale. Et puis, on a aussi envoyé le signal que c'est le moment de commencer à réduire la vitesse de charge du véhicule électrique. On aurait pu imaginer une machine à laver ou un lave-vaisselle qui, elle aussi, ralentit et chauffe l'eau moins vite, ou un chauffe-eau qui chauffe l'eau moins vite. On va continuer jusqu'à ce que la batterie soit vide. Et puis là, la batterie étant vide, ça descend encore. Et donc là, on a une vitesse très très lente sur la charge du véhicule électrique. La machine à laver, elle s'est carrément arrêtée. Et on a fait appel au réseau public. Probablement que vous, installateurs, vous aurez programmé un truc un peu différent. On n'attend pas que la batterie soit vide avant d'aller chercher de l'énergie sur le réseau. Bon, c'est un exemple. La situation se rétablit, le soleil revient, ça remonte. Ça peut arriver 10 fois, 100 fois par jour. Il n'y a pas besoin, avec son appli, de mettre en route le lave-vaisselle. Il voit la tension, il le fait. Donc on a un truc où il n'y a plus besoin d'expliquer. Bon, vous comme moi, on a une appli, on est passionné, on démarre notre truc quand il y a du soleil, mais la plupart des gens ne font pas ça. Donc si on veut favoriser l'autoconsommation chez des gens qui ne sont pas plus intéressés que ça dans nos systèmes, il faut que ça soit complètement automatique pour eux. Donc, c'est ce qu'on peut amener là. Alors maintenant, je vais vous illustrer une autre chose. Quand on fait une microgrid en AC, on a besoin que le contrôleur de la microgrid évolue et que le système, donc on a des capteurs de courant partout sur toutes les branches, on a besoin de les prendre en compte et de faire évoluer les algorithmes de stabilité. Là, il n'y a pas de problème. Si je rajoute une charge, par exemple une pompe à chaleur, sa courbe va ressembler à celle du véhicule électrique. Je l'ai rajoutée dans mon système, hop, la tension s'est ajustée à un nouvel équilibre. Et dans ce nouvel équilibre, la puissance est plutôt absorbée par la pompe à chaleur. La batterie voit qu'elle n'a plus assez pour se charger, et puis le réseau public non plus. Bon, vous pourriez ne pas être satisfait de cette situation, et comme je vous ai dit, il suffit de changer l'équilibre des courbes, et on retrouve une situation où on vient pomper un peu plus d'énergie sur le réseau et charger les batteries. Donc, avec ces mécanismes-là, on a des choses qui sont très simples, qui sont automatiques, au sens que chacun sait ce qu'il a à faire et le fait sans qu'il y ait une intervention humaine, et qui maximisent l'autoconsommation et qui minimisent les injections et les appels sur le réseau, et on va dire dans tous les domaines de fréquence ou tous les domaines de temps, donc à la fois sur le temps long, comme on vient de le voir là, mais aussi sur le temps court, les temps courts et les transitions rapides, puisque le convertisseur AC/DC, il a sa puissance nominale et il a ses limites, et donc il ne va pas faire des appels qui dépassent le nominal. Donc en plus, cette microgrid, on peut garantir à l'opérateur public que la puissance appelée ne dépassera jamais la puissance nominale du convertisseur, et donc il n'y a aucun effet déstabilisant. Donc voilà pour un des avantages très importants de ce qu'on peut faire en courant continu sur des microgrids. Et j'insiste sur les microgrids parce que, je dirais, c'est à la fois plus tôt quand on aura du solaire et des batteries dans un bâtiment que ça va être intéressant, mais demain,
la plupart des bâtiments auront du solaire et des batteries. Alors, on va parler un petit peu maintenant des protections. Donc, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus technique. Et on va commencer par pourquoi on ne peut pas traiter l'AC et le DC de la même façon. Alors, sur ces schémas, vous avez un bout de jeu de barre au milieu. Les petits traits de chaque côté, ça représente l'impédance résiduelle des câbles. Et puis, vous avez les sources et les charges aux extrémités. Alors, une source en AC, c'est une source inductive. C'est un transfo, c'est un générateur. Ce sont des sources qui ont des caractéristiques inductives. Une charge en AC, c'est assez souvent inductif aussi. Une source en DC, elle est capacitive. Et les charges ont aussi plein de condensateurs. Donc on rentre dans un monde de l'électronique et un monde du condensateur. Alors pourquoi c'est différent ? En AC, si vous faites un court-circuit sur le jeu de barre, qu'est-ce qui se passe ? Les impédances, toutes cumulées qu'on a là-dedans, font que les courants montent assez lentement. 20, 30, 40 millisecondes de temps de réponse. Et 20, 30, 40 millisecondes de temps de réponse, ce sont les temps de réponse des disjoncteurs électromécaniques. Donc tout va bien, on a les produits parfaits pour faire ça. Puis en plus, ça repasse par zéro, ce qui ne mange pas de pain, c'est encore mieux. En DC, si vous faites un court-circuit sur le jeu de barre, le condensateur va se décharger en quelques microsecondes, donc 10 000 fois plus vite. Et cette décharge, elle va se faire à travers, mettons, un disjoncteur électromécanique. Qu'est-ce qui se passe ? Lui, à la microseconde, il ne bouge pas, il reste fermé. Il n'y a pas assez d'effort électrodynamique, il ne se passe rien. Donc, le courant passe. Si tout n'est pas consommé dans le défaut, l'énergie est transférée dans l'impédance des câbles. Et donc, vous vous retrouvez dans la situation où quelques dizaines de millisecondes plus tard, le disjoncteur commence à ouvrir et il doit effacer l'énergie qui a été transférée dans les câbles. Le problème, c'est que vous n'avez pas la valeur des condensateurs parce qu'ils ne sont pas dans les datasheets des fabricants. Vous avez une idée assez vague des longueurs de câbles parce que dans un bâtiment, ça évolue, puis c'est quand même compliqué de connaître toutes les longueurs de câbles. Donc, vous ne savez pas exactement ce que le disjoncteur doit effacer ou doit absorber comme puissance. Donc, on a quelque chose qui devient assez vite inextricable, surtout si on a plusieurs sources, et surtout si certaines de ces sources sont des fois aussi des charges, comme les batteries. C'est un coup l'un, un coup l'autre. Donc ça crée une multiplication des cas, et les calculs des puissances de court-circuit, ça devient un vrai cauchemar. Donc qu'est-ce qu'on propose de faire ? C'est de dire, au lieu de mettre des disjoncteurs électromécaniques qui sont trop lents, on va passer à des disjoncteurs électroniques. Et ces disjoncteurs électroniques, ils sont en train d'être normalisés. Il y a des travaux auxquels plusieurs membres de CurrentOS participent sur une norme qui s'appelle la 60947-10. Cette 60947-10 qui arrive à la fin de l'année va vous expliquer comment spécifier, tester, certifier des disjoncteurs électroniques. Alors, dans un système d'essai, on va essayer de mieux se rendre compte de ce qu'il y a à faire. Et donc, CurrentOS promeut aussi un concept qui s'appelle les zones en courant continu. Parce que sur ce diagramme-là que vous avez plusieurs sources et qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, la batterie, la salle de batterie. Si vous n'avez pas de protection, je parle directement aux bornes de la batterie, c'est un endroit extrêmement dangereux. Donc, on a appelé ça la zone 0 parce que c'est la zone la plus dangereuse qui puisse exister. Les panneaux photovoltaïques, eux, vous savez que quand on fait un court-circuit en aval de panneaux photovoltaïques, le courant ne dépasse pas souvent le nominal. Donc on a quelque chose qui est quand même moins dangereux que la batterie. Donc on a appelé ça la zone 2. Et puis, la batterie, comme elle était très dangereuse, on y a mis tout de suite un fusible derrière. Donc on a appelé ça la zone 1. Et puis vous voyez en haut à gauche que après la batterie et son fusible, on a mis un convertisseur DC-DC. Si ce convertisseur est très gros, il a en sorti des condensateurs qui font qu'il est presque aussi dangereux que la batterie elle-même. Donc on appelle à nouveau ça la zone 0. Et puis ensuite, on va remettre des fusibles pour revenir en zone 1. Mais alors, ce qui va
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur d'un bâtiment tertiaire comme celui-ci, par exemple, on ne va pas pouvoir faire circuler des câbles dans lesquels il y a un risque d'intensité de court-circuit aussi élevé. Et donc, ce que l'on va proposer, ce sont les carrés avec les petits chiffres, là, et puis les acronymes genre OPE. Bref, vous n'arrivez pas à lire de votre place, c'est mieux. Ces acronymes-là, c'est quoi? C'est les disjoncteurs électroniques. Et est-ce qu'ils ont une fonction de protection unidirectionnelle ou bidirectionnelle? Et est-ce qu'ils laissent passer les flux d'énergie dans un sens ou pas? Ou dans l'autre? Enfin, bidirectionnel ou pas? Ce qui est facile à gérer en courant continu, il y a un truc magique en courant continu, c'est la diode, qui n'existe pas en AC. Bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est que avant d'aller distribuer de la puissance dans un bâtiment, on va mettre des disjoncteurs électroniques qui coupent à quelques microsecondes, qui font que, quoi qu'il arrive, l'arc, même si vous mettez une clé à molette sur le jeu de barre, l'arc ne dépassera jamais 1,2 calories par centimètre carré. Ça veut dire que les gants, les lunettes, ça suffit. On n'est pas sur des problèmes d'énergie émise par l'arc qui le rendrait dangereux. On va avoir une coupure ultra rapide qui est très intéressante parce que, comme elle est ultra rapide, il n'y a pas d'accumulation de courant. Les impédances des câbles font que c'est toujours le disjoncteur le plus proche qui voit le défaut en premier. Les autres n'ont pas le temps de contribuer. Il y a toujours un bout de capa qui va se décharger avant. Donc si vous faites, par exemple, alors ça ne sera pas forcément facile pour tout le monde, mais si je fais un court-circuit ici, c'est sûr que c'est celui-là qui le voit. Les autres ne vont rien voir parce que les impédances de câbles font que, à la microseconde, le courant n'a pas le temps de monter. Donc les calculs de sélectivité en courant continu demain et avec les disjoncteurs électroniques, en gros, il n'y en a plus. J'exagère en disant ça. Mais ils ont totalement changé parce que vous n'avez plus besoin de calculer les accumulations de courant. On travaille au nominal. En général, à la microseconde, on coupe à 2 fois le nominal. Donc, on ne calcule plus si le câble est capable de passer le surcourant. On ne calcule le câble qu'en fonction du nominal, qu'en fonction des pertes et du cas nominal. D'accord ? Donc, vous avez vu tout à l'heure, on a fait un truc un peu plus compliqué avec les courbes de contrôle, la mesure de tension, est-ce que je contribue, est-ce que je m'arrête? Donc là, il y aura un peu plus de travail. Mais par contre, sur la protection électrique, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors, dans les slides que vous verrez, elles sont définies. Ces documents sont aussi disponibles sur le site de CurrentOS, donc vous pouvez y aller. Mais si je résume, on a des zones qui ne doivent pas sortir du tableau électrique, des zones qui sont réservées à des sites sur lesquels on a à la fois des ingénieurs pour la conception qui sont très pointus et puis des équipes de maintenance permanente. Donc les zones 2, on peut les distribuer, mais bon, plutôt dans des data centers ou dans des usines. Quand on est dans un bâtiment tertiaire ou résidentiel, on ne distribue que la zone 3 à travers le site. Les autres zones, elles ne sortent pas de la salle électrique, voire même elles ne sortent pas du tableau. Parce que de toute façon, il y en aura. On ne dit pas qu'il y a des zones qui n'existent plus ou qui sont interdites. C'est simplement, on cartographie l'existant. Les batteries, ça sera toujours une zone 0. Il faut juste savoir qu'on ne les expose pas de la même façon que les zones protégées par des disjoncteurs électroniques. Alors, un autre avantage du disjoncteur électronique, c'est au niveau du cuivre. Alors, vous avez probablement déjà vu, et quand vous entendez parler de haute tension, courant continu, s'ils font ça, c'est bien que les câbles, avec moins de câbles, on peut balader plus d'énergie. Donc, le premier point, c'est que ça a été démontré, le courant continu, on peut mettre un peu moins de cuivre pour transporter la même puissance. Mais vous avez vu aussi, on en a parlé tout à l'heure, qu'en gros, au lieu du 230, on va passer au 350. Donc, naturellement, on a un peu moins de courant, donc on peut mettre un peu moins de cuivre. Je vous ai parlé des diodes. Alors, un exemple sur la diode en bas à gauche. Si vous avez 10 charges de 10 ampères, vous mettez un câble 100 ampères. Mais si vous avez les mêmes 10 charges de 10 ampères et que vous injectez la puissance des deux côtés, vous pouvez mettre un câble de 50 ampères. Donc déjà, là, on a 3 éléments. Le courant continu
se promène mieux dans le cuivre, on a monté un peu la tension, on peut utiliser les diodes qui font réduire la section de cuivre. Mais alors en plus, la topologie peut être différente. Ce qu'on fait en courant alternatif ou dans des installations en courant continu classiques, c'est qu'on ramène toutes les sources sur le TGBT et ensuite on part du TGBT vers les charges. Et donc si vous avez du photovoltaïque sur le parking et des bornes de recharge sur le parking, vous allez tirer un câble du photovoltaïque vers le TGBT, puis vous allez repartir vers les chargeurs. Alors qu'avec des disjoncteurs électroniques, on peut à la fois injecter et consommer sur un bus tout en gardant la sélectivité, parce que c'est d'abord un problème de sélectivité. Et donc vous pouvez utiliser la topologie qui est à droite. Et bon, ce dessin montre, mais ça a été démontré sur des cas plus larges, qu'on peut faire des économies de câbles très importantes. Et on a pris un exemple de bureau à Lille où on a fait des calculs assez pointus. On peut arriver à diviser par 3 la quantité de câbles et diviser par 3 le coût des câbles installés avec ces architectures et ces nouvelles topologies. Donc, on va avoir des disjoncteurs un peu plus sophistiqués, mais on va aussi gagner au niveau de l'installation, on va gagner au niveau des études. Donc, je dirais, c'est pour ça qu'il est très difficile de dire est-ce qu'une installation en DC est plus coûteuse ou pas, parce qu'aujourd'hui, elle est conçue de façon différente, elle utilise le cuivre et les appareils à des endroits différents, et donc il faut vraiment faire le calcul de l'ensemble pour savoir où on va. Voilà pour les protections. Alors, je n'ai pas terminé tant que je ne vous ai pas parlé un peu de la mise à la terre. Alors, il y a 2 choses à savoir au niveau de la mise à la terre. Et peut-être que je vais le faire à l'envers. La première chose à savoir, c'est que vous ne pouvez avoir un régime de terre pour le DC, et spécifique au DC, que si vous l'isolez. Quand vous faites une installation aujourd'hui en TN et que vous avez besoin à certains endroits du bâtiment de passer en IT, vous mettez un transfo BT-BT pour isoler les deux. C'est le seul moyen d'avoir un régime IT d'un côté, un régime TN de l'autre. Pour le DC, c'est pareil. Quand on passe en DC, si on veut un régime de terre pour le DC, il faut l'isoler. Bon. Alors ensuite, on va essayer de choisir parmi les régimes de terre qui conviennent au DC. Et je vous dis tout de suite, il y en a 3 qui ne conviennent pas, et un qui ne convient surtout pas, c'est le TT. Pourquoi ? Parce que quand vous avez du TT, les courants vagabonds passent par la structure du bâtiment. Et comme ils ne sont pas alternatifs, comme ils sont continus, ils vont corroder le bâtiment. Et donc, il y a des choses qu'on ne sait pas encore bien mesurer, mais ce qu'on sait, c'est qu'un ampère qui passe pendant 1 an dans la structure du bâtiment, c'est 9 kg d'acier qui sont corrodés. Et on sait aussi que ça se corrode au point de jonction de la structure. C'est-à-dire que ce n'est pas réparti partout dans le bâtiment, c'est vraiment sur des points stratégiques. Donc, quand on fait une installation en DC, il faut être précautionneux pour être certain que les courants de fuite, que les courants vagabonds passent là où on veut qu'ils passent. Donc, pas de TT, pas de TNC, pas de TNCS, parce qu'alors là, c'est très compliqué. Il faut mesurer les potentiels. Enfin, la maîtrise, ça serait possible, mais c'est compliqué. Donc, nous, on recommande 2 choses. C'est soit régime IT, soit TNS pour le DC. Et le TNS nous paraît beaucoup plus simple pour les bâtiments tertiaires, notamment parce que ça permet de mettre à la terre et à un potentiel proche du 0 volt la boîte qui est autour de l'électronique. Et donc, l'électronique, elle a une boîte qui est à peu près au même potentiel, donc il y a moins de problèmes de compatibilité électromagnétique. Donc, CurrentOS recommande 3 ou 4 principes de mise à la terre, soit de l'IT, soit du TNS, et puis on peut faire de l'unipolaire ou du bipolaire. C'est-à-dire qu'on peut faire un truc asymétrique pour alimenter des LED, pour alimenter des appareils électroniques comme celui-là, ou on peut faire des choses symétriques quand on a par exemple des moteurs
des pompes à chaleur, des ascenseurs. Là où il y a des moteurs, on peut faire quelque chose de symétrique, ça marche assez bien aussi. Voilà. Donc, on a des recommandations sur les schémas de mise à la terre. Donc, si je résume mon exposé technique, vous avez vu qu'au niveau des tensions, on les a définies, qu'une tension, ce n'est pas un chiffre, c'est tout un tas de bandes de tension, et qu'on travaille à ce qu'il y ait une certaine convergence sur le plan mondial au niveau de ces tensions. Au niveau du management de la puissance, vous avez vu qu'on a réparti le contrôle à différents endroits du système, et puis on va mieux maîtriser et réduire la résilience. Qu'au niveau de la protection électronique, on propose de mettre des disjoncteurs plus rapides qui vont non seulement limiter les arcs, mais simplifier la conception et permettre de réduire le cuivre. Et puis pour la mise à la terre, TNS isolé de façon préférentielle. Et avant de clore, je vais tenter une analogie avec la plomberie pour aussi vous essayer de vous faire toucher du doigt pourquoi le DC, il amène quelque chose de différent. Alors, le réseau AC, c'est un peu, vous savez, vous avez sans doute déjà rencontré ces toilettes où la chasse d'eau pompe directement sur la plomberie. Il n'y a pas de réservoir. Donc, quand vous tirez, ça appelle directement l'eau du réseau principal. Alors, prenons cet exemple à gauche. J'ai 2 toilettes comme ça. Elles ont besoin de 100 litres par minute quand j'appuie sur la chasse d'eau. Et puis à côté, il y a une douche. Et ce que vous voulez, c'est que la personne qui est dans la douche, elle n'est pas à l'eau qui s'arrête quand quelqu'un tire la chasse à côté. Donc on va avoir un appel qui peut être de 210 litres par minute, mais pour être sûr qu'il n'y a pas d'à-coup dans la douche, on va mettre plutôt 1000 litres par minute au niveau de la distribution principale pour éviter cet à-coup. Et on va s'appuyer sur le fait qu'il y a de l'inertie qui vient des centrales électriques, etc., qu'on est sur un système avec beaucoup d'inertie pour faire qu'on puisse encaisser ces à-coups. En DC, il n'y a pas d'inertie en DC, mais il y a des condensateurs. Donc on va avoir une approche complètement inverse, et donc c'est le cas bien connu de la toilette avec son réservoir. Donc là, la toilette avec son réservoir, quand vous servez de l'appel d'eau, on recharge doucement derrière, donc on va avoir un appel de 3 litres par minute, mais plus étalé dans le temps. Et puis, donc, si on en a 2, ça fait 6 litres par minute. Et s'il y a une douche à côté, pour éviter les à-coups dans la douche, on n'a pas besoin de prévoir un très gros tuyau. On ne va pas les ressentir. Et donc, voilà aussi comment, alors, dans le domaine des temps courts, dans le domaine des millisecondes, pourquoi le réseau DC va permettre d'éviter de faire monter en capacité le réseau public, AC, parce que aussi dans le temps court, on va limiter les appels de courant. Donc c'était un clin d'œil et une façon un petit peu ludique de conclure cette soirée pour vous montrer comment ces réseaux ont des approches différentes. Et donc, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez aller visiter le site de CurrentOS. Vous pouvez suivre notre page LinkedIn. Vous pouvez aussi nous rejoindre si vous avez envie de participer à nos travaux. On a aussi une chaîne YouTube où il y a quelques vidéos qui réexpliquent ce que j'ai fait là ce soir. Et puis, je suis à votre disposition pour les questions. Y a-t-il des questions dans la salle ? D'abord. Question ? Alors, une information peut-être importante, c'est que le RJE s'est aussi préparé au courant continu, puisque un groupe de travail a travaillé pendant 3 ans sur l'intégration des schémas mis à la terre en courant continu, ainsi que les systèmes de protection appropriés. Donc, ce texte est prêt. Donc, ces modifications sont prêtes et donc, pour ceux qui ont déjà travaillé dans des groupes de travail pour le RJE, en fait, donc, lorsque le texte est prêt, il passe par toute une série d'instances de contrôle qui vérifient si tout est correct au niveau du texte et s'il n'y a pas de contradiction avec d'autres réglementations. Donc, pour l'instant, ce texte est à l'Europe. Vous pouvez le consulter si vous voulez.
Donc, il est à l'Union européenne. Si vous allez sur le site de l'Union européenne et vous tapez RJE courant continu, eh bien, vous allez tomber sur ce texte et vous pourrez le consulter. Donc, normalement, si tout va bien, il sera prêt fin de cette année, début de l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est une information importante pour la Belgique. On peut peut-être prendre quelques questions du chat ici. Alors, une question ici de Gaëtan. Pour lui, ce système complet d'essai, on va dire, résidentiel, paraît assez complexe. Qu'en est-il, point de vue retour sur investissement d'un tel système, surtout pour un particulier? Et donc, il se pose la question si, dans un premier temps, il ne faudrait pas limiter, en effet, le réseau d'une habitation au système lié au photovoltaïque, c'est-à-dire couplé avec une batterie et une borne, pour le tout transformer avec un onduleur, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je suis payé par mon entreprise pour faire de l'innovation, pour essayer de se projeter dans le futur et de se préparer. Il faut savoir qu'en Chine, il y a déjà plus de 1000 bâtiments en courant continu. Donc les Européens, on a intérêt à se pencher sur la question si on ne veut pas être inondé comme on l'est avec les véhicules électriques. Bon, donc ça, c'est la partie, on s'occupe du futur. Maintenant, à court terme, c'est vrai qu'on ne va pas tout de suite transformer toutes les maisons en courant continu. Il y a quelque chose qui marche déjà assez bien, c'est de faire des parkings avec une combinaison ombrière photovoltaïque, batterie secondaire, borne de recharge. Donc là, on a même avec des produits actuels qui sont produits en toute petite série, on arrive à des prix qui sont assez comparables, quelques pourcents au-dessus, mais c'est pas dramatique. Donc, on commence déjà à faire des choses bien là. Et puis, si on parle de ces parkings avec plein de bornes de recharge électrique, il y a une chaîne de supermarchés en France qui a vu la loi arriver qui impose 10%, puis 20%, etc. de bornes de recharge, qui a consulté Enedis, et Enedis lui a dit « mais je n'ai pas l'énergie ». Et donc, ils sont en train de mettre des piles à combustible à l'éthanol pour arriver à produire l'électricité qui va servir à charger les véhicules. Donc, qu'est-ce qu'on compare? On compare une installation AC et une installation DC, ou l'installation AC plus la pile à combustible, par exemple, avec une installation DC qui composerait au mieux en fonction de la disponibilité de la puissance et de ce qu'on va mettre dans les véhicules. Donc, je dirais, on a quelque chose déjà là qui marche, qui tient la route sur un bâtiment en AC avec un parking électrifié en DC à côté. Après, petit à petit, évidemment, on va aller dans des applications, le DC va rentrer. Donc, sur un bâtiment de bureau, on a une variété de charges assez limitée, finalement, des PC, des éclairages, des pompes à chaleur, des ascenseurs. Donc, l'étape suivante, c'est que l'intérieur du bâtiment passe en DC. Okay, et on va pas le faire juste parce que le DC, c'est sympa. Enfin, il y en a qui le font, hein. Il y en a déjà qui veulent faire un bâtiment en DC parce que, comme ça attire des gens qui veulent le visiter, ça leur fait des clients. Donc, il y a déjà des gens comme ça. Mais aussi, on va le faire progressivement parce que les gens, comme je vous l'ai dit au début, veulent créer un nouveau bâtiment de bureau. Et puis, le réseau public leur dit « Désolé, mes lignes et mon poste de livraison est saturé, je ne peux pas vous donner la puissance dont vous avez besoin. Il faut vous débrouiller. » Et pour se débrouiller, eh ben, une des solutions, c'est de mettre en place des solutions comme ça qui n'ont pas besoin de toute la puissance dont on aurait besoin pour faire la même chose en AC. Et puis petit à petit, les fabricants d'électroménagers vont aussi faire des solutions en DC qui vont permettre de le faire dans le résidentiel. Donc ça va venir doucement, ça va prendre plusieurs années. En plus, donc je vous ai dit qu'à la fin de l'année, on aurait la norme sur les disjoncteurs électroniques, mais les règles d'installation, donc la 60364, c'est la norme IEC mère du RGE, la norme IEC mère du NPR 9090 en Hollande ou de la NFC 1500 en France, elle est en cours d'écriture. Donc ça va aussi prendre encore un peu de temps. Mais il faut qu'on s'y prépare, hein. Les Chinois, ils ont déjà 1000 bâtiments en courant continu. Merci pour la réponse. Encore peut-être quelques dernières questions, s'il n'y en a pas dans la salle. Concernant les fameux
disjoncteur électronique, donc bourré d'électronique. Électronique, c'est peut-être a priori un peu sensible. Qu'en est-il de leur résilience, leur temps de vie moyen par rapport à ceux qu'on connaît plutôt électromécaniques? Et en faut-il plus pour protéger un circuit DC d'habitation qu'un circuit standard AC d'une habitation? Voilà. Alors, probablement dans les architectures, il y en aura un peu moins en nombre. Donc, on va en utiliser un peu moins. Pour ce qui est de la durée de vie d'un disjoncteur électronique, je vais prendre une image un peu rigolote. Est-ce que vous avez chez vous une machine à écrire? Ou est-ce que vous en avez déjà vu? Quelle est la durée de vie d'une machine à écrire? Il y en a certaines qui ont 100 ans. OK? Mais qu'est-ce que vous utilisez pour faire du traitement de texte? Et ça dure combien de temps? Donc, les disjoncteurs électroniques, c'est pareil. Ils auront peut-être une durée de vie moins importante qu'un disjoncteur électromécanique, mais quel est l'usage qu'on en fait? Pour combien d'années on met en œuvre cette installation? Aujourd'hui, on conçoit nos disjoncteurs électroniques pour tenir 25-30 ans, comme les onduleurs photovoltaïques. C'est à peu près la durée de vie de l'installation électrique d'un bâtiment. Donc ça ne sert à rien de faire un truc qui dure 100 ans, ça coûterait trop cher et de toute façon, vous ne savez pas de quoi vous aurez besoin dans 30 ans. Voilà. Donc je pense que c'est un faux problème. Hein. Vous vous souvenez, les gens de Nokia, quand ils ont vu le premier iPhone, ils ont dit ça ne se vendra pas, il faut le charger tous les jours. On est tous à charger notre truc tous les jours. Enfin, je veux dire, les services rendus font que certaines valeurs se déplacent. Voilà. Encore une dernière question, peut-être. Alors, on a parlé des schémas à la Terre. Alors, pourquoi les schémas à la Terre TT, par exemple, sont déconseillés en courant continu? Alors, dès que vous allez avoir une différence de potentiel dans les câbles liée aux pertes en ligne, vous allez avoir un mode commun qui va faire que la charge va être à un potentiel un peu plus élevé en mode commun que la source. Et donc, vous allez, en créant cette différence de potentiel, vous créez potentiellement des courants vagabonds. Et si ces courants vagabonds ils ne trouvent pas un fil de cuivre pour s'évacuer, ils vont passer à travers le bâtiment. Et donc, là, on rentre dans les problèmes. Donc, voilà pourquoi le TT, c'est interdit, et pourquoi le TNC et le TNCS, c'est à n'utiliser que de façon très, très précautionneuse, parce que typiquement, en TNC, on fait passer les courants vagabonds par le neutre, et donc, quelque part, on a une différence de potentiel. Et si on a une différence de potentiel, c'est susceptible de passer par la structure du bâtiment. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à gérer. On est aussi en train, alors c'est des discussions un peu complexes à l'IEC, mais aussi d'introduire des diodes dans les circuits de mise à la terre, histoire de bloquer les courants jusqu'à une certaine tension. Et donc, par exemple, on est en train d'essayer d'obtenir la possibilité que jusqu'à 8 ou 10 volts, les courants ne passent pas par la terre. Bon, il y a des choses qu'on met en place pour éviter ces problèmes de corrosion, mais en tout cas, ce que je voulais surtout dire, c'est que ça existe, et qu'on les connaît, et qu'on y travaille, et qu'on propose des solutions. Voilà. On ne fait pas l'autruche. Eh bien, merci. S'il n'y a plus de questions dans la salle, je remercie nos orateurs, Yannick Néret, Philippe Van Giel, Ignacio Molina, évidemment, pour votre présentation très intéressante. Et je vous invite aussi à nous contacter si vous avez des questions à notre email sat@volta-org.be si d'autres questions surgissent, par exemple cette nuit. Et voilà, alors je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.